Voilà. Attends un peu, juste pour que les gens soient là. Je suis désolé pour les retards, mais là, j'enchaîne un cours après l'autre. Aujourd'hui, j'ai un cours 8 de 8h jusqu'à 9, l'autre de 9 jusqu'à 10, et après, celui-là de 10 jusqu'à 11h30, si je ne me trompe pas. Et après, de 11h30, euh, je, de 11h30 jusqu'à 13h. Et là, j'ai une petite pause de demi-heure. Donc, j'avais besoin de remplir la bouteille d'eau. Voilà. Ça, si on ne va pas être viré de la salle, j'ai essayé de bien choisir une salle où il n'y avait pas d'emploi de temps fixé, mais c'est pas, des fois, c'est pas gagné. Ah, pas de souci, pas de souci. Merci Clémence. Hmm. D'accord. Euh, en fait, pour les élèves qui n'arrivent pas à connecter, je veux juste voir. Il y a déjà il y a 22 personnes. Ce que je conseille, c'est que des fois, hein, Microsoft Teams, il n'est pas toujours très stable. Malheureusement, c'est la seule plateforme qu'on a accès. Donc, on a accès, je veux dire moi, parce que je n'ai pas encore les crédentials de l'université. Au jour que ça va venir, on va tous migrer à Zoom, je pense. Parce que comme ça, c'est plus facile. Je vous envoie les liens et voilà, c'est fait. Pas d'autorisation. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Euh, donc, c'est que euh, ce qui arrive avec Microsoft Teams, c'est que des fois, ça bug. Et l'effet que ça bug nous oblige à soit réinitialiser l'application, et tout fermer. Euh, ça veut dire fermer même en bas parce qu'il reste ouvert. Hmm. Soit, euh, euh, soit même fermer, réinitialiser l'ordinateur sur les portables. Euh, Malheureusement, l'application Teams, il a ses soucis. Donc, j'ai travaillé avec cette application au Brésil. Souvent, on avait des soucis. Des gens qui n'arrivaient pas à se connecter, qui apparaissaient qu'ils n'étaient pas en ligne, mais pourtant, ils étaient. Donc, euh, on voit très bien qu'il y a pas mal de soucis encore avec cette application. Du coup, ceux qui n'arrivent pas à connecter, je vous invite à réinitialiser leur ordinateur et réessayer. De toute façon, en fait, tous les cours, ils sont enregistrés. Mhm. Euh, et l'enregistrement, il reste disponible euh, pour 20 jours dans l'équipe. Du coup, s'ils arrivent au moins à accéder à l'équipe, ils ont un accès. Sinon, ce qu'ils peuvent faire, c'est c'est aussi de quelqu'un télécharger, parce qu'il reste disponible pour télécharger. Et donc, vous pouvez après partager avec eux. Mm. Donc, vous allez voir qu'à la fin de cette réunion, il va y avoir un thumbnail du cours, de l'enregistrement. Donc là, vous allez voir l'option pour télécharger. Mais c'est ça. Ça, c'est l'avantage de l'enregistrement. En fait, je, je fais les choix par Microsoft Teams exactement en fonction de ça. Qui moi, je pourrais bien contrôler les groupes, faire cette distinction par groupe. Voilà. Et en plus enregistrer. Comme ça, ceux qui tombent malades, ceux qui n'arrivaient pas à accéder sur les moments, ils n'auraient pas de problème. Donc, c'est plutôt pour ça. Euh,
Donc, si c'est pas possible d'y être en direct, c'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité de suivre les cours après. Euh, Sinon, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous connaissez, qui n'a pas reçu les liens, donc n'est pas ajouté sur l'équipe, vous pouvez toujours m'écrire sur les chats, m'écrire sur les mails aussi. Je vous rappelle mon mail ici. Oui, je peux, mais vous savez son mail UPEC? Parce que sinon, je j'arrive pas. En fait, elle est déjà ajoutée à ces groupes. Elle est déjà ajoutée. Je pense que c'est les cas de, comme j'avais dit, de réinitialiser l'application ou même l'ordi, ou peut-être même les portables, hein, euh, pour voir si ça marche. De toute façon, je vous envoie encore une fois les liens de l'équipe. Stevie, euh, je l'ai ajouté, mais je ne sais pas si c'était les bons mails, si c'est avec un E ou deux E. Non, s'ils n'arrivent pas à se connecter, ils vont pas avoir une absence. Euh, Ça, c'est encore, on n'a pas encore décidé par rapport à les absences, les présences, tout ça. Hmm. Par contre, je, j'ai la possibilité de contrôler qui a téléchargé, qui n'a pas téléchargé. Par exemple, ceux qui sont présents, c'est très bien. Je sais que vous êtes là, ça va être enregistré, voilà. Euh, Par contre, ceux qui ne sont pas là, ils peuvent, avec leur utilisateur, télécharger la vidéo, pardon, et comme ça, ça va être enregistré pour moi que cet utilisateur-là a téléchargé la vidéo. Et je peux imaginer que cette personne a bien vu la vidéo, a bien participé, même dans un autre moment de la vidéo. Ajouter. Je pense que tous ces mails-là, ils sont toutes ces personnes que je vois que j'envoie, que vous êtes en train d'envoyer les mails, j'ai déjà ajouté. Euh, Parce que j'ai pris la liste avec les secrétariats hier. Euh, oui, ils sont déjà là. Ces cas qui n'arrivent pas à se connecter, encore une fois, il faut peut-être essayer de euh, réinitialiser la machine, l'ordinateur, le, le portable et utiliser les liens que je veux vous envoyer encore par ici, par les chats. Mais tous les mails que vous m'envoyez, je vérifie, hein, je les essaie de les ajouter ou pas, si je vois. Par exemple, Madina, Madina n'était pas ajoutée.
Vous voyez, donc là, je l'ai ajouté, je viens de l'ajouter. Je vais encore partager les liens avec vous. Ah, c'est bien, c'est bien. Mina, vous avez réinitialisé votre machine ou pas? Ah, voilà. Donc, ça marche. L'important, c'est que ça marche. Et donc là, je vous envoie encore une fois les liens de l'équipe. Voilà. Mais bon, je pense que il faut qu'on commence. Il faut qu'on commence là. Et de toute façon, je de toute façon les cours il va être enregistré. Donc ceux qui ne sont pas présents, qui n'ont pas réussi à se connecter pour X raisons, peu importe, hein, ça ne regarde pas. Ils vont pouvoir suivre les cours. Oh, par exemple, il va être disponible pour télécharger, donc vous connaissez, donc entre vous. Là, vous pouvez télécharger pour vos collègues et après l'envoyer. Voilà. Il fait froid ici, hein. Je suis à la fac. Euh, donc si j'arrive à mettre. Voilà, ça y est. Donc les vidéos vont être disponibles pour tout le monde. La vidéo elle reste disponible en fait pour tout le monde pendant 20 jours. Donc vous avez 20 jours, ça veut dire presque 3 semaines pour le voir. C'est déjà pas mal. Il va être disponible dans l'équipe à la fin de l'enregistrement. Euh, dans ces cas-là, je voulais d'abord remercier à tout le monde qui est là, tout le monde qui m'a signalé aussi des gens qui n'ont pas réussi à se connecter, qui m'ont envoyé des mails, des messages. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je pense que là, on peut commencer notre cours d'aujourd'hui. Je vais ouvrir ma présentation et comme ça, ça sera plus facile. Je pourrai partager mon écran avec vous. Voilà, voilà. Donc, malheureusement, sur cette plateforme, quand j'ai fait la présentation, euh, euh, quand j'ai fait la présentation, je vois pas les chats, Donc, ça veut dire que si vous écrivez quelque chose sur les chats, je n'arrive pas à les voir. Euh, et donc, je vous invite, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, ou même, par exemple, du genre, non, je ne suis pas d'accord avec ça, ce que vous dites, voilà. Je vous invite alors à ouvrir votre microphone et à parler, parce que sinon, je ne veux pas savoir exactement quand vous voulez parler, si vous voulez parler. Donc, c'est ça. Je vous invite à participer comme vous voulez, quand vous voulez aussi. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de revenir un peu
une deuxième partie du CV. Les CV, on peut penser là, on a les cours de la semaine prochaine, en fait, qu'on en a vu. On a vu les trois grandes sphères de communication. On a vu les sphères de l'individu vers les entreprises. Hein. On a vu aussi, bien sûr, par rapport à la communication professionnelle, hein, on a vu les communications entre les entreprises, même dans la même entreprise. Hein. Et aussi, et aussi, on a vu la dernière communication, que c'est d'une entreprise vers les marchés, au milieu disant, de l'entreprise vers l'extérieur. Parce que cette histoire de vers l'extérieur, ça pourrait être vers les marchés, ça pourrait être aussi vers la société, qu'on a vu, et ça pourrait être aussi vers l'individu. Donc, trois genres différents de communication qu'on peut avoir dans ces derniers cas. Bon. Et aussi, on a exploré la première source de communication professionnelle qu'on fait dans notre vie. C'est les CV, notre CV. Et on a exploré, on a parlé un peu de ça, on a dessiné un tableau et on a fait l'exercice d'essayer de penser ensemble tous les éléments qu'un CV peut éventuellement comporter. Parfait, nickel. Bon, c'est là où on s'est arrêté. Par contre, il y a quelques éléments que on a remarqué en faisant ces exercices que ne sont pas tout à fait évidents d'y être dans un CV, ou que sur certaines situations, ils peuvent être, mais sur d'autres situations, c'est pas très intéressant de les mettre. Donc, comment faire, comment procéder, quand utiliser un, quand utiliser l'autre. Bon, je me suis dit que pour essayer d'apporter quelques réponses, on pourrait peut-être penser en inverser notre regard. Hein? En inverser notre regard, du genre comment les recruteurs ils pensent les CV, comment les recruteurs choisissent les CV. Et du coup, cette deuxième partie, dernière partie qu'on va parler de CV, elle est consacrée exactement à cette inversion de regard. Parce que là, on s'est dit, qu'est-ce que moi je pense qu'un CV doit avoir. Du coup, là, on va inverser les regards en disant, qu'est-ce que les recruteurs voient, quelle est la façon qu'ils saisissent, et comment chaque forme de candidature, par exemple, peut changer les éléments qu'on met en valeur dans notre CV. Bon, du coup, on peut penser déjà que on peut se poser la question de c'est quoi un bon CV? Il faut être clair qu'un bon CV, c'est différent de les meilleurs CV. Cette histoire de les meilleurs CV, les CV magiques, la formule magique pour les CV, ou les pires CV du monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas les meilleurs CV, ça n'existe pas. Il y a les bons CV et des bons CV pour chaque offre d'emploi, pour chaque demande d'emploi. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. En plus, en sachant ça, on peut se demander
quelles sont les caractéristiques de ces bons CV? Parce qu'en faisant la liste des éléments, comme on a fait le cours passé, on a vu que on a pas mal des éléments, mais qu'au moment qu'on devrait les arranger, les organiser dans, dans la feuille A4, ça faisait mal. Parce que ça veut dire que ça devient vite difficile de mettre toutes les informations dans le CV d'une façon qui soit encore agréable à lire. Donc voilà, on se rend compte de ça. C'est cette question. Alors, si on a pas mal des éléments, c'est quoi un bon CV? Bon, un bon CV, il doit avoir quoi? Il doit présenter clairement votre expérience et vos compétences. Il doit prouver aux employeurs que votre profil professionnel correspond au poste qu'ils ont à pourvoir. Et leur donner envie de vous rencontrer. Bien sûr, une chose amène l'autre. Ça veut dire que si vous présentez clairement votre CV et que si vous arrivez à prouver que votre profil c'est le meilleur, ça va bien sûr leur donner envie de vous rencontrer. Là, on a caché derrière ces deux premiers points, en fait, il y a une, il y a une chose très intéressante. Il y a une chose très intéressante que on peut diviser en deux parties. Qui présenter clairement, ça veut dire que c'est plutôt la forme. Et prouver aux employeurs que votre profil correspond, c'est plutôt les contenus. Donc là, on va déjà diviser les CV en deux choses, deux parties. L'expression et les contenus. Comme je parle de l'expression, c'est exactement sa forme. Hein? Donc, on peut déjà visualiser que quand on va concevoir un CV, on peut les diviser dans ces deux parties-là. Quand quelqu'un passe au recrutement, cette personne qui va recruter, elle va évaluer ces deux points. Et à partir de ces deux points, elle va vouloir vous rencontrer ou pas. À savoir, hein, c'est quoi? Normalement, les candidatures sont réalisées par 3 voies différentes. Chaque voie va présenter des spécificités. Et ces spécificités vont faire que notre CV va avoir aussi des spécificités pour remplir les critères nécessaires. Hein. Par exemple, on a ces 3 voies, les candidatures spontanées, les réponses à une offre d'emploi, il y a aussi par les relations et les recommandations, les pistons et les bouche-oreilles. Les pistons, regardez que j'ai mis les pistons entre guillemets, parce que les pistons, c'est pas forcément une bonne forme d'être recruté. On va parler de ça tout à l'heure. Les bouche-oreilles, c'est une autre chose, encore une autre chose, que je préfère expliquer tout de suite. Si on fait notre boulot bien fait, mais qu'on cherche de taf, encore, si une entreprise cherche quelqu'un et qu'on est ailleurs, mais qu'on fait toujours un bon emploi, pas un bon boulot, on peut être contacté par cette entreprise. Ils peuvent nous demander si on veut changer d'emploi. Là, on peut négocier salaire, on peut négocier. Mais notre nom, il ne tombe pas sur les autres gratuitement. Il tombe sur les autres parce que quelqu'un avait parlé de notre nom. Du coup, on est reconnu
par nos compétences. Donc, c'est là que c'est intéressant de voir ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire les minimums syndicaux, c'est de faire votre boulot bien fait. Soit vous aimez ou pas faire ce boulot, il faut le faire bien fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et cette notion de bouche-oreille, c'est intéressant si on veut. Si on veut aller un peu au-delà, c'est de réfléchir aussi à Karl Marx. Parce qu'on peut penser que si on dit les bouche-oreilles, on pense directement aux commerçants, aux produits, les stratégies de marketing et tout ça. Du coup, si on fait cette association avec l'idée que nous, on vend notre force de travail à quelqu'un d'autre, c'est ça, hein. Ça veut dire qu'on devient un produit. Si on peut, je sais que c'est un peu fort peut-être de dire ça, qu'on devient un produit, mais on est pris en tant qu'un produit, parce qu'on vend quelque chose, on vend notre force de travail. Si on offre un bon produit, les gens vont savoir. Si on offre un mauvais produit, les gens vont savoir aussi. Donc, c'est dans ce sens que je comprends cette sorte de bouche-oreille. Bon, là, on va travailler avec d'abord chaque voix, voir quelles sont les spécificités de chaque voix et comment ces spécificités peuvent changer la façon qu'on pense notre CV, la façon qu'on les conçoit. En sachant qu'on a une feuille A4 pour mettre toutes les informations qu'on a besoin, chaque place compte. Chaque place dans le CV, chaque ligne, chaque espace, chaque paragraphe, c'est très, 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 très important dans une feuille A4. Donc, il faut bien savoir le profiter. Et selon la candidature qu'on fait, la voie des candidatures, on va en avoir besoin de mettre une information ou l'autre, de mettre en valeur une chose ou l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui. Ça nous éloigne, ça change notre point de vue. Donc, par rapport à les candidatures spontanées, par exemple, les CV, ils doivent permettre à l'employeur de comprendre rapidement les types de postes que vous pouvez et voulez tenir. Je pense que tout le monde connaît bien la conception des candidatures spontanées ici. C'est en gros, il y a une entreprise et vous envoyez pour vous-même vos CV, votre CV. Par contre, vous ne connaissez pas les postes qui sont ouverts, vous ne connaissez pas ce qu'ils cherchent. Normalement, normalement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui vous a dit écoute, à Legrand, ils ont besoin de quelqu'un. Écoute, à Renault, ils ont besoin de quelqu'un avec un profil ça, ça et ça. Mais c'est. Peut-être, ils ont du mal à recruter, et voilà. Donc, ça, c'est techniquement, sont des informations que des fois, on n'a pas. Et on arrive à l'entreprise avec nos CV et on dépose notre CV. Ça, c'est une candidature spontanée. Il n'y a pas une poste ouverte. Une poste ouverte, pardon. Donc, on arrive là, tiens, notre CV. Dans ces cas, il me semble, je ne sais pas si c'était dans ces groupes, mais il me semble que a apparu entre les éléments l'objectif, notre objectif de boulot, ou les postes qu'on cherche. Dans ce sens, pour les candidatures spontanées, c'est très important de mettre l'objectif. Les agences d'intérim, les
les candidatures spontanées. Mine de rien, les agences d'intérim, c'est une sorte de candidature spontanée. Donc, on arrive là, avec notre CV, et on les donne. Donc, objectif, il faut que ça soit clair. Poste qu'on recherche, il faut que ça soit clair. Par contre, comme tout dans la vie, c'est double tranchant. Parce qu'en même temps qu'avoir le poste qu'on recherche, notre objectif, voilà, c'est bien. D'un côté, ça peut vous limiter aussi. Parce que je vous donne l'exemple d'un comptable, quelqu'un qui a une formation en comptabilité. Ah. Quelqu'un qui a une formation en comptabilité, on voit que il va mettre là dans son CV poste à rechercher, à pouvoir, ou poste objectif, comptabilité. Voilà. Il envoie son CV, mais il ne savait pas, par exemple, que l'entreprise avait besoin de quelqu'un pour la gestion financière. Ou encore, il ne savait pas que l'entreprise avait besoin de quelqu'un pour faire la paye ou pour ranger la paye, hein, pour gérer la paye. Il ne savait pas que l'entreprise avait besoin de quelqu'un pour faire les contrôles de paiement des fournisseurs, des factures des clients, voilà, dans les RH. Donc, malheureusement, des fois, en mettant l'objectif, on arrive à nous limiter. Du coup, quand on fait une candidature spontanée, il faut faire vraiment attention à mettre un objectif assez généraliste, ou encore plusieurs objectifs. Hein, parce que parce qu'à partir de cela, on ne se limite pas. Pour ça, il faut avoir une bonne connaissance de tous les postes qui sont autour, qui dialoguent avec votre formation. Donc, il faut vraiment voir l'ensemble des possibilités que vous pouvez avoir et les insérer dans votre objectif. Comme ça, vous n'allez pas être limité. Bien sûr, ça ne sert à rien, par exemple, de mettre en tant qu'objectif vétérinaire, par exemple, et avoir une expérience professionnelle, une formation en histoire. Là, franchement, hein, j'utilise des exemples un peu extrêmes, hein, un peu complètement extrêmes, mais il y a des gens qui font ça. Il faut faire gaffe. Hein. Votre objectif, il doit avoir un rapport avec votre formation et votre vie professionnelle. Donc, c'est là qu'on se dit, si on va faire une candidature spontanée, notre CV, il doit avoir l'objectif, mais aussi notre profil doit être aligné à cet objectif. Du coup, on va construire notre CV en imaginant ce qui va meilleur correspondre à notre objectif, hein, au poste qu'on recherche. En faisant ça, on fait déjà un premier tri dans les CV. C'est que c'est intéressant d'y mettre, c'est que c'est pas intéressant d'y mettre. On sait tous, des fois, on fait des cours qui sont un peu bizarres, qui sont un peu chelous, voilà. Dans la vie, et on pense qu'ils vont être utiles, et à la fin, ils ne sont pas du tout utiles. Donc, on fait comment, hein? Dans ces cadres, s'ils n'ont pas un rapport avec votre objectif, on ne les met pas, on les enlève. Hein? On crée une sorte de CV sélectionné, ou encore des CV thématiques. Bon, quand on parle de réponse en offre d'emploi,
Là, ça change. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a accès aux informations. On a accès à ce que l'entreprise recherche. Et du coup, on doit faire un CV autre. On doit faire un CV qui va plus avec nos objectifs. On doit faire un CV qui va en direction au poste que l'entreprise recherche. C'est ça il faut penser. C'est déjà une autre CV, c'est déjà une autre conception. Hein. Bien sûr, on a plus d'informations par rapport aux postes. Ça peut bien nous aider à construire un CV meilleur. Meilleur, je veux dire, à construire un CV bien placé pour les postes que l'entreprise offre. Mais par contre, il faut savoir que dans ces cadres, toutes les autres personnes vont faire pareil. Et voilà. Et c'est pour ça que les tris dans ces cas est réalisé selon les critères de l'annonce, au niveau ou une filière de formation, des compétences particulières, une certaine durée d'expérience dans tel domaine, telle fonction, tel type d'entreprise. Il faut donc que ces données apparaissent clairement dans votre CV. Il faut mettre en valeur vos expériences professionnelles parce qu'eux, ils savent. Eux, ils savent ce qu'ils recherchent. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, quel est le profil qui match en plus, qui match meilleur avec ce qu'ils recherchent. Donc voilà, c'est ça. Vous devez, dans ces cas, vous devez construire un CV que ça aligne parfaitement avec les attentes de l'offre d'emploi. Dans ces cadres-là, par exemple, objectif. Mettre un objectif dans votre CV, ça ne sert à rien. Parce que c'est une réponse à une offre d'emploi. Hein? Vous savez déjà ce que vous postulez. L'avantage de ça, c'est que vous gagnez de la place. Vous enlevez objectif au poste à rechercher et vous gagnez de la place pour pouvoir mettre en valeur vos compétences, vos expériences, votre formation. Voilà. Donc, la troisième voie de recrutement sont les relations et les recommandations. Là, c'est un peu la cata. Moi, particulièrement, je me méfie cette façon de recruter. C'est la plus agaçante, c'est la plus gênante possible. Les relations. Bon, je vais d'abord lire ce qu'on a là, et à partir de là, on va développer un peu. Même si la possibilité d'être pistonné peut vous apporter une chance de plus d'être pris pour les postes, un CV élégant reste encore les minimums nécessaires. Par contre, regardez bien, j'ai mis pistonné bien entre guillemets, et les possibilités de chance augmentent par rapport à les recommandations et les relations. Et les possibilités que ça arrive, en fait, c'est pas tout à fait évident. Ça arrive pas toujours, on va dire. Hein, parce qu'on peut, par exemple, connaître quelqu'un qui est très sympa, quelqu'un qui est proche de nous, hein, une copine, un pote, un collègue, une tante, hein, notre mère, notre père, hein, qui dit, je veux dire, père, mère, mais c'est un peu lourd de penser comme ça, hein, de nos parents. Mais en gros,
on connaît ces personnes. Ils sont très sympas, ils sont très gentils. Hein. Ils sont très sympas, très gentils. On aime bien passer du temps avec eux. Ils sont très cool. On est à l'aise avec eux. Voilà, on est content de passer un moment avec ces personnes. Par contre, c'est pas tout à fait évident. Leur profil dans les milieux professionnels. Par cela, je veux dire que des fois, la personne elle peut être vraiment très gentille, très aimable, mais dans les boulots, ça peut être n'importe quoi. Donc, on ne connaît pas forcément les gens dans leur travail. On sait que nous, on change un peu tous au milieu de travail. Donc, moi, par exemple, je préfère pas être recommandé si je ne connais pas la compétence de la personne dans son boulot. Parce que ça peut jouer même contre vous. Si la personne ne fout rien, si la personne est vraiment mal polie, si la personne n'a pas de respect aux autres, vous voyez, euh, aimerez-vous être recommandé par ces genres de personnes? Là, c'est sûr que si vous êtes recommandé par quelqu'un de ces genres, là, même si c'est quelqu'un proche, hein, c'est sûr que si vous êtes recommandé par quelqu'un d'autre, que quelqu'un de ces genres, au moment que vous arrivez à l'entreprise, ils vont se dire, ah, regarde là, l'autre con qui arrive. Donc, voilà. C'est ça l'effet, malheureusement, c'est ça l'effet que ça donne. Donc, c'est toujours plus appréciable de savoir de quelqu'un que vous connaissez vous donne les mots de genre ah écoute, mon entreprise elle recrute, hein. Donc vous allez postuler par vous-même, qui est d'avoir des recommandations. Il faut toujours voir que les personnels, des fois dans notre milieu personnel, dans notre entourage personnel, on a une façon distincte de s'y porter qui est dans notre entourage professionnel. Donc voilà. Par exemple, on ne va pas bourrer la gueule avec notre chef, quoi. Là, euh, malgré que ce soit une bonne recommandation, une bonne relation, un CV élégant reste encore les minimums nécessaires. Si c'est une bonne recommandation, si c'est une recommandation juste, euh, il va falloir de toute façon avoir un CV. Et si vous présentez un CV pourri, la personne qui a vous recommandé, elle peut être pénalisée, malheureusement. Hein? Par contre, si vous avez reçu des bonnes recommandations de quelqu'un que vous croyez que ça soit une bonne personne dans son boulot, à partir du moment que les recruteurs, ils prennent vos CV, il va regarder votre CV, il est élégant, il est bon, hein, il va dire, ah oui, cette personne m'a été recommandée par je sais pas qui. Donc, je me souviens de ça. Vous voyez, c'est une bonne impression, deux fois une bonne impression. Un, par la recommandation, et deux, par votre image dans les CV que vous avez construit. Donc, c'est beau. Voilà. Et ça, je pense que c'est les mots qu'on doit penser les CV. On doit penser élégant, élégance. Hein? Et avec l'élégance, l'élégance, elle va toujours bien avec la simplicité. Écoutez bien, simplicité, ça ne veut pas dire basique. Hein?
être simple, c'est différent d'être basique. Être simple, ça veut dire de avoir tout ce qu'il faut dans la bonne mesure. Ni trop, ni moins. Ça, c'est être simple. Et la chose plus difficile à faire et à avoir dans notre vie, c'est cette simplicité. C'est pour ça que des fois, on trouve beau les paysans qui ont une simplicité dans leur vie. Voilà. C'est simple. Et en même temps, on trouve ça élégant. Bon. Les critères de sélection. Là, on va partir dans l'obviété, mais on va voir que c'est pas tout à fait très clair. Quand on pense dans les points de vue de la personne qui recrute, c'est-à-dire c'est lui qui va voir, c'est lui-là qui va prendre en main notre CV. On va voir que chaque personne a une vie professionnelle différente. Chaque personne a une formation différente. Hein? C'est pour ça que si les compétences, les aptitudes et les expériences professionnelles renvoient à des caractéristiques spécifiques de chaque sujet, la façon que nous saisissons les mots et par conséquence la façon par laquelle nous les lisons est la même. Comme ça. Là, peut-être que vous faites une tête un peu bizarre. Je ne vois pas, mais voilà. Genre, putain, mais j'ai rien compris, quoi. Les trucs, c'est que par cela, je suis Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, il a écrit, entre plusieurs bouquins, il a écrit Phénoménologie de la perception. Et dans ces livres-là, il arrive à comprendre que nous, les premiers contacts qu'on a avec les mondes, c'est des mondes externes, c'est-à-dire pas nous-mêmes, pas notre psychologie, pas nous-mêmes, hein, mais les premiers contacts qu'on a avec les mondes extérieurs, c'est par nos sens. Donc, tout ce qui fait partie du monde, on va dire, a des qualités sensibles. Les qualités sensibles, c'est tout cela qu'on peut saisir par nos sens. Bien sûr que tous les êtres humains ont cette compétence. D'accord, on est d'accord que certains, malheureusement, n'ont pas. Sont par exemple les malvoyants, sont par exemple les sourds. C'est là, ils ont d'autres compétences, ils ont une façon particulière de saisir les mondes. Si on peut même pousser cette réflexion, on pousse un peu cette réflexion, on va jusqu'à penser, par exemple, si on réfléchissait un peu plus à partir de cette perspective, que la façon qu'on saisit les mondes, c'est par les sens, on pourrait peut-être penser à des politiques publiques meilleures placées pour les malvoyants, pour les sourds, voilà. Hein? Donc, même pour les daltoniens, vous voyez. Donc, et il a plein de stratégies, les marketing, et il a tout pensé. Mais pourquoi les politiques publiques, dans la politique publique, on ne pense pas à ça? Hein? Regardez bien. Peut-être que entre vous, vous savez que les logos de Facebook, il est bleu parce que c'est la seule couleur que les daltoniens voient comme bleu.
Mark Zuckerberg, il est daltonien. Il a pensé à ça parce qu'il sent comme ça, il ressent comme ça, il saisit les mondes comme ça. Du coup, il voulait avoir un logo qui faisait écho à tous les gens, même à ceux qui ont la même, les mêmes handicaps que lui. Donc voilà, c'est très intéressant de penser ça au niveau de politique publique. Mais là, voilà, on a poussé très très loin. Bon, en sachant ça, qui nous, on saisit les mondes par leur qualité sensible, et par leur qualité sensible, je veux dire les formes, leur expression, leur substance. Regardez autour de vous, regardez autour de vous. Hein? Vous allez voir, vous avez probablement une ordi, une tablette ou un portable qui a des formes. Soit il peut être noir, il peut être gris, il peut être blanc, et vous voyez ça. Peut-être que vous ne pensez pas tous les jours à ça, mais les qualités sensibles sont là. Les couleurs de la couleur de la table, si les coins de la table sont arrondis, sont pointus, vous voyez, tout ça, ça sont les qualités sensibles qu'on perçoit du monde. Et c'est ça qui nous frappe en premier. Parce qu'avant de n'importe quelle interprétation, avant de n'importe quelle valeur qu'on met dans la chose est elle par soi-même, par elle-même. Donc, ça veut dire que avant qu'on comprenne qu'une table c'est une table, on reconnaît que c'est une table par rapport à ses qualités sensibles. Donc, c'est un peu comme ça. Même si on sait que la table, dans notre imaginaire, elle a les pieds, il a un truc plat en haut, ça peut être en bois, en verre, en, je sais pas, en plusieurs matières, quoi. Hein. Donc, il a les qualités sensibles, on reconnaît les qualités sensibles. Et par cela, on peut se dire, mais putain, qu'est-ce que ça a à voir avec nos CV, quoi. Le mec délire. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est exactement ça. C'est de penser que votre CV, vos CV, il a aussi des qualités sensibles. Et c'est celle-là qui frappe en premier. On va voir. C'est les qualités sensibles de votre CV qui frappent en premier. Quelles sont les qualités sensibles qui existent dans un CV? Hein? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que je vais mettre ces qualités sensibles en valeur? On va dire que, on va voir ça, quelques-unes. Mais on peut parler de toutes les sortes de langages non verbal. Hein? Et même dans les langages en fait, non verbaux, pardon. Et si on pense les langages verbaux, on peut penser à la façon qu'on construit la syntaxe de nos phrases. Hein? L'élégance, elle est là aussi. Si on pense au langage non verbaux, on peut penser à l'idée de, par exemple, ce sont des petits détails, à la police. Je ne sais pas si vous avez déjà vous posé cette question. À la police de CV. Hein? C'est très, très intéressant. Quelle est peut-être la meilleure police à faire, à mettre dans les CV? Pourquoi avec serif, sans serif, comment? La couleur, les arrangements de contenu. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on ne pense pas forcément. À partir de cela, ce qui varie, à partir des qualités sensibles, ce qui varie, c'est donc dans une interprétation et la valeur que nous accordons aux choses, aux gestes, aux pratiques, etc.
hein. Donc, moi, je peux valoriser plus une chose que l'autre. Je peux valoriser plus une formation en communication qu'une formation en journalisme, par exemple. C'est ça qui varie. Mais pas la façon qu'on saisit. Je peux préférer les bleus ou orange. Mais de toute façon, on va percevoir les qualités sensibles. Dans ces cas, les critères de sélection vont avoir des points en commun ainsi que des divergences. C'est dans ce sens que je pense que je peux vous présenter les principaux critères de sélection, c'est-à-dire la lisibilité, les profils professionnels et la formation professionnelle. Bien sûr, là, par rapport à la lisibilité, on a presque on a tout vu déjà. Par exemple, on a tout parlé aussi. Généralement, les primétries, c'est fait sur la présentation du CV, les designs, les couleurs, l'harmonie visuelle, l'élégance. Regardez bien ces mots, l'élégance visuelle. Donc, c'est là que ça va se jouer. Ces primétries, on ne lit pas, on voit juste les qualités sensibles. Donc voilà, il faut que ça soit élégant. Plus un CV est clair, lisible, bien structuré, plus le travail de lecture est facilité, plus ça va donner envie de le lire aussi. C'est ça qu'il faut penser. Et celles-là, c'est quoi? Celles-là sont de qualité sensible. C'est bien arranger les éléments. Si on prend l'espace vide, c'est très important. Les documents qui sont confus, ils sont vite négligés. Les documents qui sont confus, négligés ou trop compliqués sont vite éliminés. Parce qu'il y a trop d'informations, c'est trop mal fait, ça ne donne pas envie de lire. On achète un livre. On achète un livre suivant quand même par sa couverture. Par sa couverture. Moi-même, je m'ai acheté quelques-uns par la couverture. Je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas la narrative, je ne connaissais rien. Donc, je suis entré dans les librairies. Je me suis dit, ah, c'est chouette cette couverture-là. Et du coup, je commençais à feuilleter et je trouvais chouette aussi l'histoire et je l'ai acheté. Voilà. Donc, notre CV, c'est la couverture de notre livre. Donc, il faut penser à ça. En tous les termes, en termes de lisibilité, surtout dans ces cas-là. Les profils professionnels, deux choses on sait toujours, mais il faut toujours penser aussi à mettre l'emploi, la fonction que vous recherchez, dans les cadres surtout de candidature spontanée. Les détails des tâches effectuées, vos responsabilités exactes. Ça ne veut pas, par exemple, encadrement, position hiérarchique. Vous étiez, je sais pas, vous travaillez dans les bâtiments, par exemple. Mais en quoi? Bien spécifié. C'est très important. Les résultats que vous avez obtenus, par exemple, c'est pas très important. Je l'ai mis parce que, sauf si vous avez vraiment fait des résultats exceptionnels pour une entreprise, un demi-million en plus pour une entreprise, et ça est devenu une info locale, là, je pense quand même que c'est intéressant. Par exemple, non, j'ai pensé dans un exemple, mais il ne marche pas. J'allais parler de Hugo Gaston, qui est partout dans ce moment, avec Roland Garros, mais il ne marche pas. Ben peut-être
les groupes de scientifiques qui vont finalement découvrir les vaccins pour le Covid. Hein. Au-delà du milieu académique, il y a un milieu professionnel. Donc, si vous mettez dans votre CV, là, un chercheur qui participait du groupe des chercheurs qui a découvert le vaccin de Covid-19, ben, vous vous rendez compte que c'est une pandémie. En fonction de ça, les mecs, il a réglé les problèmes. Il a aidé au moins. Mais c'est énorme. Du coup, son résultat, énorme. Il faut vraiment mettre en valeur. Par contre, si vous n'avez rien de CDI, de grand boulot et tout ça, pendant un moment, si vous n'avez pas eu ça, c'est important de mettre vos stages aussi. Tous les stages que vous avez fait, tous les petits boulots, parce que, un, ça remplit les trous du CV, qui éventuellement vous pouvez avoir. Deux, ça montre que vous n'êtes pas fainéant. Hein? Que vous n'avez pas la fainéantise. Ça veut dire que vous êtes bosseur, vous êtes bosseuse. Donc, c'est là. Donc, c'est très important. Même si ce sont des fois, vous n'avez jamais eu de CDI dans votre vie. Ou encore, vous cherchez le premier emploi dans votre branche. Ça, c'est important de mettre d'autres boulots, des boulots d'été, des petits boulots, parce que là, dans l'expérience professionnelle, dans le profil professionnel, c'est votre profil professionnel. Ça va montrer que vous, en tant que professionnel, vous êtes bosseuse, bosseur. Donc voilà, vous prenez une pause pour l'eau. Je peux avoir qui part en cacahuète. Donc, en d'autres termes, votre expérience professionnelle, en faisant attention, bien sûr, de souligner la position occupée et les responsabilités assumées. D'accord? Donc, c'est vraiment votre profil professionnel, qui vous êtes en tant que professionnel. Pour la formation, on a plusieurs façons de penser. Il faut qu'on se souvienne quels sont les critères de sélection. Du coup, par exemple, vos diplômes. Vos diplômes ils peuvent être organisés par ordre chronologique. Ça veut dire du plus ancien vers le plus récent, par l'ordre antichronologique ou chronologique inversé, c'est-à-dire du plus récent jusqu'au plus ancien, ou encore sélectionné selon les postes souhaités. Ça veut dire les formations thématiques, les CV thématiques, on dit. Hein? Parce que, mine de rien, vous avez fait, je sais pas, 2 licences, on va dire, 2 licences, LEA, et aussi une licence en musique, en licence en histoire. Mais les postes qui vous candidatez, ils s'en foutent pour l'histoire, ils s'en foutent pour la musique. Donc, pourquoi les mettre si ça peut prendre de la place? Et la place, pour vous, c'est important. Parce que la place, pour vous, c'est important que malgré vos 2 licences, qui ne sont pas forcément tout à fait complémentaires, je dis ça parce qu'on peut bien concilier. Hein. Ça dépend du poste, ça dépend de l'offre. Mais malgré qu'ils ne sont pas tout à fait complémentaires, j'imagine que vous avez fait pas mal de cours complémentaires et de spécialisation. Donc, d'accord, on enlève une formation, mais on met en évidence plusieurs cours. Du coup, regardez bien qu'on est en train de sélectionner notre formation pour mettre en valeur ce qui est attendu par les postes. Hein. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout.
Bon, en basique, oui, on pourrait dire que c'est tout. Mais les choses, c'est que on peut bien dire que le reste du contenu de votre CV, c'est rempli de détails. Mais c'est dans les détails que se jouent les recrutements. Donc, on revient à la problématique initiale de la lisibilité et du design. Donc, c'est qu'on pense que forcément, c'est de pipeau ou c'est de détails, que personne ne va remarquer, ça devient vite un problème d'expression, ça devient vite un problème de la forme. Donc, il faut faire attention aux détails. Là, je vous passe les erreurs absolument à éviter. Hein. Votre CV écrit recto verso, les papiers de mauvaise qualité si on fait imprimer, les photocopies des photocopies qui, au fur et à mesure, ça devient illisible. Illisible. Donc, voilà. Je n'ai jamais pris mon CV et je regardais les versos. Hein. Je connais personne qui a fait ça. Donc, une feuille, page A4, recto. C'est bon, c'est tout. Hein. Faute de mauvaise qualité. Celle dont vous savez que vous n'êtes pas à votre avantage, ou bien celle qui est trop ancienne. Je suis toujours pour ne pas mettre de photos. Parce que, mine de rien, si on sort dans la rue, on est déjà jugé par la couleur de notre peau, on est déjà jugé par notre genre, on est déjà jugé par la taille qu'on fait, hein, par la taille des vêtements qu'on s'habille. On est déjà jugé par tout ça. Une photo, elle va activer une évaluation subjective de recruteur. Donc, si elle n'est pas demandée, si elle n'est pas absolument demandée, on ne les met pas. Donc, voilà. L'énumération simple d'emploi successifs, les répétitions. Par exemple, de 1998, on met là, hein, 1998 à 2000, enseignant en licence. 2000 à 2003, enseignant BTS. 2003 à 2008, enseignant à l'université. Ça veut dire que, 1, vous n'avez pas spécifié vos postes, pas donné des détails, et vous avez répété la même configuration successivement. Donc, ça fatigue la lecture. Au niveau de l'illisibilité, ça impacte la lisibilité. Et les manques de zones d'aération dans la forme. Les zones de soufflement, les zones de respire, hein, sont les espaces vides. Les espaces vides qui vont conduire les regards de recruteurs. Donc ça, c'est important. Il faut savoir jouer avec les vides dans votre CV. Là, les informations trop floues aussi, anglais, parler couramment, scolaire, quel niveau? Comptable, comptabilité des clients, fournisseur, agricole, bilan inclus, serveur d'où? Brasserie, café, restaurant, contremaître, dans quel domaine? Quelle responsabilité? Vous voyez, c'est pas clair. Il faut que ça soit clair, parce que clair et objectif, hein, encore une fois, simple. Là, éviter aussi des trous de CV. Hein. Là, on a déjà parlé de ça, donc c'est l'occasion aussi de mettre des boulots d'été, des choses comme ça. Ça ne vaut pas la peine de revenir sur ça maintenant. Faites attention, hein, des petites astuces avec votre adresse email. Il faut toujours faire attention. Jamais mettre boubounette, chérie, mon amour 2000 @gmail.com. Voilà. Donc, d'adresse mail comme ça, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, mais il faut toujours faire attention. Hein, faire une bonne adresse email, suivant mon adresse de email professionnelle. Hein, ça, c'est toujours intéressant. Faites attention aussi avec votre messagerie vocale. Les premiers contacts qu'une entreprise a fait avec vous, c'est toujours, si votre candidature a été retenue, les premiers contacts qu'elle a fait, c'est toujours par téléphone. Si par hasard, vous n'arrivez pas à accrocher, à prendre l'appel, elle va tomber forcément sur la messagerie vocale. Du coup, faites gaffe. Hein. Faites attention aussi avec l'utilisation de certains mots, l'argot, les verlans,
Voilà, ça c'est dans les CV, dans le propre CV. Évitez les abréviations. Évitez les abréviations. Parce que des fois, la personne n'est pas de votre du même domaine. Donc, les abréviations, elles sont là, mais au lieu de vous mettre en valeur, elles vont enlever les valeurs, parce que ça ne veut rien dire pour lui. Donc, voilà. Pour finaliser, une question très simple, très basique, mais je trouve que c'est pertinent. Dois-je envoyer mon CV en PDF ou Word? Si vous allez envoyer directement à quelqu'un, est-il préférable d'utiliser les formats PDF? Car ça peut vous protéger de la possibilité que quelqu'un d'autre puisse modifier votre CV par inadvertance ou encore même par la mauvaise foi. Parce qu'on a bien parlé de la question de la recommandation, de piston, et voilà. Donc, voilà. De plus, les formats PDF vous assurera la bonne mise en page de votre CV. Ça, c'est très fondamental parce que peu importe si la personne va ouvrir votre CV dans leur portable, dans leur ordinateur, peu importe, dans tablette, sur la tablette, voilà, peu importe. Il va être toujours beau et bon. Par contre, si vous êtes en train de télécharger votre CV dans un site du genre emploi de temps, il est préférable, emploi de temps, pardon, banque d'emploi, oh, je suis fou là, banque d'emploi, c'est toujours préférable de l'utiliser en Word. Pourquoi ça? Parce que ça va vous permettre de être meilleur placé. Parce que les logiciels utilisés par les systèmes, ils reconnaissent meilleur les formats Word. Et du coup, ils vont arriver à trouver des mots-clés meilleurs pour vous. Voilà. Bon, avec ça, je finis là. Euh, je vais juste écrire un petit mot au groupe de l'autre cours en disant que je vais être en retard. Juste une minute, comme ça on peut discuter un peu plus. Juste une seconde. Voilà, donc c'est bon. Ah là là, on est 28 déjà personnes, c'est bien. Bon, dans tous les cas, je vais vous demander alors par mail une petite tâche. Ben, je vais vous expliquer clairement. Hein. Donc, soyez pas pressés. Tout va être très bien expliqué par mail. Et je ne sais pas si si je vais vous envoyer ce week-end ou le début de la semaine prochaine. Mais donc, de toute façon, soyez vigilants par rapport à votre mail, votre courriel, le PEC. En plus, je voulais vous remercier d'être venu. Et je voulais savoir si vous avez peut-être de questions, de commentaires, de quelque chose. Bon, parfait, parfait. Bon, dans ces cadres-là, je vous remercie d'être venu, d'être là.
Et les cours, dès que j'ai fini l'enregistrement, il va être disponible. Hein. Donc, vous pouvez télécharger. Je vous souhaite alors une bonne journée, un bon week-end. Que vous soyez sage pendant le week-end parce qu'il y a toujours lundi qui revient. Donc voilà, merci à vous.